Mesdames et messieurs les ministres, ceux et celles qui sont là avec nous ou qui se sont fait représenter, mesdames et messieurs les parlementaires, dont de très jeunes personnes, Dr Diallo, commissaire scientifique aux relations internationales et au panafricanisme, monsieur le modérateur, madame la maîtresse de cérémonie, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Ah d'accord, ok, merci beaucoup. Chers invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et qualités, je vous salue et exprime ma satisfaction d'être parmi vous. C'est effectivement, c'est ainsi que je le ressens, c'est vraiment un privilège d'être parmi vous au sein des cadres et surtout au sein des jeunes. C'est extrêmement important. La formation des cadres a ceci d'important qu'elle permet le renouvellement du leadership. D'abord de bons cadres, mais en même temps de renouveler le leadership. Et c'est un aspect important. J'ai eu à réfléchir sur les mouvements politiques chez nous et je me rends compte que depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, il y a un syndrome dont nous devons guérir et ce syndrome qui affecte la majorité des partis. Et quand je parle des partis, j'y inclus aussi des partis qui ont mené des luttes de libération nationale. J'ai vécu par exemple au Mozambique où j'ai travaillé comme professeur, comme pour la formation de chercheurs pendant 7 ans. On retrouve ce problème-là, un problème de renouvellement du leadership. Donc vraiment, je ne peux que vous encourager à continuer dans ce sens-là. C'est vraiment un plaisir d'en faire partie. Donc mon thème est un peu différent, tel qu'intitulé, de ce que vous avez lu sur l'affiche ou sur les programmes. J'ai décidé de me concentrer sur quelques éléments de partage avec vous, quelques éléments de cadrage stratégique et théorique selon une optique souverainiste et panafricaniste. Bon, je ne parlerai pas beaucoup de l'optique souverainiste parce que d'autres panélistes vont en parler. Mais pour commencer, je voudrais d'abord vous remercier de l'invitation et vous féliciter de la qualité du travail. Quand j'ai reçu les termes de référence, j'ai lu attentivement et j'avais préparé normalement quelque chose sur la présentation du contexte, mais je pense que c'est très bien fait, vraiment. La présentation du contexte est très très bien faite. Donc je vous dirai en Swahili, hongereni. Si vous étiez une seule personne, je dirais hongera. Si c'est une personne qui l'a fait, hongereni au pluriel, vraiment pour la qualité du travail. Bon, bien entendu, il y a des fautes de frappe ou d'orthographe, quelques problèmes de formulation ou de construction. Je l'ai lu, comme on dit, crayon en main, et je vous ferai part. Non seulement je vous partagerai donc mon texte, le texte de ma présentation, mais également je vous ferai part de certains éléments de problèmes de formulation, etc., ou de construction. Bon, c'est peut-être une déformation d'enseignant, mais je pense que c'est important. Par exemple, dans la formulation, je pense qu'il est important de mentionner explicitement qu'il s'agit d'une guerre d'agression israélo-US contre l'Iran avec toutes ses dimensions. Alors c'est sur cette base-là donc que nous allons analyser les menaces avec des implications en Afrique, dans le Sahel et au Sénégal, et en réfléchissant sur quelques éléments de réponse à cette situation-là. C'est cela donc ce que j'ai essayé de faire, et je vais partager avec vous les résultats donc de ce travail de recherche et de réflexion. Donc je vais élaguer, je vais sauter la partie sur la présentation du contexte. Si l'occasion, si le temps nous le permet, je pourrais revenir dessus pour peut-être préciser 2 ou 3 choses par-ci, par-là. Mais je ne vais pas. Je pense que si vous avez lu les termes de référence, ils campent très bien le décor. Je veux juste m'arrêter sur 1 ou 2 diapositives dans ce
la présentation du décor. Je me suis inspiré, j'ai intégré un certain nombre d'éléments d'un cours de géostratégie, d'introduction à la géostratégie, à partir d'une perspective africaine, que je donne donc au Centre d'études diplomatiques et stratégiques aux étudiants de doctorat. J'ai utilisé dans ce cours, je crois que c'était en 2017, à partir de 2017, bon, je donne le cours chaque année, des données de 2009. Mais ces données sont encore actuelles. Et je voudrais juste partager avec vous certains éléments d'analyse concernant ce contexte. Je lis. Si les tendances actuelles persistent, d'ici 2025, la Chine sera une puissance militaire de premier plan, après être devenue la deuxième plus grande économie mondiale depuis 2010. Peut-être même qu'elle a dépassé tout cela, hein, mais parce qu'eux, ils ne parlent pas toujours, et c'est bien d'ailleurs. Le moment de la décision sur l'architecture du futur leadership mondial approche. Dans 10 ou 20 ans, les États-Unis devront peut-être se contenter d'une position de premier plan dans une construction mondiale multipolaire, s'ils arrivent à préserver cette position-là. Nous nous retrouvons dans un cadre de multipolarité de fait, qu'ils le veuillent ou non, et peut-être même, comme dirait Bertrand Badi dans son ouvrage « L'impuissance de la puissance », une situation de apolarité, c'est-à-dire qu'à la limite, il n'y a plus de pôle. Si, c'est peut-être une façon de parler. Je soumets ça en tout cas à votre réflexion pour que nous puissions en discuter. Dans ce contexte, émerge un besoin de renouvellement donc, du leadership mondial et de réforme du système de gouvernance mondiale, dont les paradigmes et les fondamentaux ont été mis en place dans un contexte d'après-guerre, mais qui est héritier lui-même d'un certain nombre de traditions, de valeurs, de principes, hérité essentiellement du contexte européen à un moment donné, où des transformations dans le domaine de la science, de la connaissance, de la technologie n'ont pas été sous-tendues par des transformations dans les sphères éthiques ou morales. Et c'est cela le problème du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc les paradigmes dominants. Donc sans plus tarder, je vais passer à ma présentation, à l'essentiel de ma présentation. Donc, les éléments de cadrage et les risques de menaces économiques pour le Sénégal, notamment, avec notamment des dysfonctionnements dans les chaînes d'approvisionnement. Je crois que nous les avons vécus nous tous, hein, avec donc des risques de pénurie, de rationnement, une flambée des prix, de denrées de consommation, du fuel, etc., etc. De difficultés donc qui affectent tout le monde. Donc, éléments de cadrage stratégique et théorique autour de la réponse sénégalaise. Alors ici, je distingue deux aspects. Il y a des éléments conjoncturels, il y a des aspects conjoncturels, c'est-à-dire la guerre qui s'est déroulée, qui continue d'ailleurs hein, de façon larvée, au Moyen-Orient, donc suite à l'agression israélo-américaine. Donc il y a des éléments, des aspects conjoncturels. On peut s'arrêter là-dessus, mais je pense qu'il y a également des aspects fondamentaux. Et c'est pour cela que je parle de cadrage stratégique, donc d'aller un peu plus loin, de regarder les choses de façon un peu plus globale et avec une projection vers le futur. Si nous regardons par exemple, et je l'ai fait, dans mon cours de géostratégie, on se rend compte que les références théoriques que nous utilisons, elles sont essentiellement de deux natures. Il y a l'école allemande, avec des auteurs comme Ratzel, Kielen, etc., et il y a l'école anglo-américaine. Et on se rend compte que dans cet univers-là, il y a une marginalisation ou une méconnaissance de fait de l'Afrique. Et c'est cela qui a poussé un certain nombre de penseurs africains, dont Mayele Bukasa et Moïla Chiembe, notamment dans leur critique de la théorie du Heartland de Halford Mackinder, et d'autres penseurs d'un certain nombre d'écoles africaines,
que j'appelle les écoles d'Afrique du Sud, les écoles de Yaoundé et les écoles de Dakar, qui sont des écoles donc, interdisciplinaires, de construire des réponses pour combler ce gap-là, pour parler donc des réalités africaines à partir d'une perspective africaine. Et dans mon cours, puisque c'est selon une perspective africaine, effectivement, j'en ai parlé. Alors, cela m'amène à deux concepts. Les deux concepts sur lesquels je me suis appesanti dans le cadrage, c'est le concept de souverainisme et le concept de panafricanisme. Le souverainisme, je ne m'étendrai pas là-dessus parce que, maître, vous allez en parler et je sais que vous allez bien en parler. Bon, cela se pose en termes de volonté, mais également de capacité à agir en toute indépendance concernant les choix que l'on fait, les choix stratégiques et politiques que l'on fait, et pour tout ce qui concerne le sort de son peuple, donc sans demander la permission à qui que ce soit. Cela pose aussi le problème d'une vision, d'une option stratégique claire, d'avoir des choix de gouvernance pleinement assumés au service d'un projet de société. C'est donc un problème de démarche ou de posture exigeante qui demande de la constance, de la rigueur, d'être holistique parce que, justement, le souverainisme n'arrange pas les intérêts de tout le monde. Ceux qui avaient l'habitude de se servir de nous pour assouvir leurs propres intérêts, bon, bien entendu, voient d'un mauvais œil que nous essayons de nous émanciper. Donc, souveraineté et souverainisme. Je vais me concentrer essentiellement sur le panafricanisme. Pour définir une chose, une manière de commencer, c'est de dire ce que cette chose n'est pas. Alors, il y a le panafricanisme et il y a ce que Elenga Mbuyinga, dans son ouvrage sur panafricanisme et néocolonialisme, appelle la politique de démagogie panafricaine. C'est quoi? C'est simplement parler du panafricanisme pour s'en servir comme fonds de commerce, s'en servir en dehors du leadership et du sort des masses africaines, par opposition au véritable panafricanisme, qui est un panafricanisme révolutionnaire. Donc un panafricanisme assumé par les masses, un panafricanisme que les masses comprennent, dont elles se sont emparées et qu'elles utilisent pour transformer donc le réel. C'est important. La définition que Nkrumah en donne, c'est l'expression, le panafricanisme peut être défini comme l'expression de la conscience de la position politique des masses africaines dans le monde, dans leur combat pour la défense de leurs intérêts et de leurs aspirations, avec un ancrage dans l'expérience historique de combat commune aux peuples africains sur le continent et dans la diaspora. C'est une expérience qui est ininterrompue et dans laquelle, qui a commencé donc, qui remonte en fait au moment de la dispersion, au moment où les Africains ont été dispersés, parce qu'on est venu les capturer et les amener pour fertiliser d'autres terres. Donc le panafricanisme est le reflet de cette expérience historique et de la conscience de communauté de destin des Africains, aussi bien sur le continent que dans la diaspora. Et dans le panafricanisme, la permanence de la résistance africaine est une donnée fondamentale. C'est important et j'insiste là-dessus parce que dans les discours dominants, qui sont des discours de dénigrement et qui continuent parce que nous, les intellectuels, nous le permettons, et cela prend des formes particulièrement insidieuses, on essaie de nous présenter, nous les Africains, comme un peuple qui a toujours tout accepté. Ce n'est pas vrai. Il est important de montrer que nos ancêtres se sont toujours battus et qu'ils ne sont pas, s'ils ne se sont pas seulement toujours battus, ils ont vaincu depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. Si j'avais le temps, je vous citerai une invective du roi éthiopien au roi des Perses en lui disant que remercie Dieu de ne pas inspirer au roi des Éthiopiens la moindre velléité d'ajouter d'autres terres aux siennes propres. Et attendez, avant de nous attaquer, nous les Africains, je parle de l'Antiquité, vous les Perses, attendez de pouvoir bander les arcs que nous bandons, parce qu'il faut avoir une certaine force. Il y a des batailles, ici il y a la bataille de Ngolngol, n'est-ce pas, la bataille de Patebadjan, il y a en Afrique du Sud la bataille de Isandlwana, en Éthiopie en 1896, la bataille de Adwa, où les troupes italiennes, les armées d'occupation italiennes ont été vaincues par l'empereur Ménélique, avec les conseils de la stratège en chef, l'impératrice Taïtou, etc., etc.
en Haïti, dans la diaspora, la bataille de Vertières en novembre 1803, qui a mené à la défaite du contingent français, du corps expéditionnaire français, et le général Dessalines a donné 48 heures aux généraux français de prendre leur clic et leur claque et de débarrasser et de partir de l'île. Et c'est cela qui a mené à la proclamation de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. Donc, c'est important de retenir cet aspect-là. Donc, permanence de la résistance. Le panafricanisme est également la doctrine de la Renaissance africaine. Donc, en tant qu'ensemble de principes, ensemble d'idées, ensemble d'objectifs, de valeurs qui éclairent le chemin qui va nous mener à la Renaissance africaine. Et c'est quoi la Renaissance africaine? Donc vous voyez déjà, il faut faire la différence entre le panafricanisme en tant que concept et la Renaissance africaine. Donc le panafricanisme, c'est l'outil dont on va se servir pour la lutte. Et la Renaissance africaine, on peut la définir comme un projet alternatif et global de société et de civilisation qui vise à la création de conditions pour la transformation de l'Afrique en un espace autonome, indépendant de production et de prise de décision dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est ce projet-là. Mais c'est également, donc c'est un projet à long terme, la Renaissance africaine. Ce n'est pas encore maintenant. Mais c'est également le chemin qui va nous mener, c'est le processus de transformation et surtout d'autotransformation, c'est-à-dire de transformation de notre vision de nous-mêmes, de notre rapport à nous-mêmes, aux autres, à autrui, donc pour pouvoir atteindre cet objectif stratégique à long terme. Alors il y a un certain nombre d'enjeux et de conditions que cela pose, le développement matériel des sociétés africaines, la sécurité collective, bien sûr, nous y sommes, puisque nous parlons donc des grands bouleversements de ce qui s'est passé au Moyen-Orient, sécurité sociale, etc. Mais également la renaissance culturelle. La renaissance culturelle, en termes de transformation de nos systèmes d'information, d'éducation, de nos systèmes de pensée, de nos espaces et des outils que nous utilisons pour produire de la connaissance, avec comme objectif la guérison psychologique des Africains, leur régénération morale et leur élévation spirituelle. Mais pour guérir, il faut savoir qu'on est malade. Or, il y a une différence entre ne pas être malade et être en bonne santé. Je vous laisse réfléchir à cela. Au centre de ce projet, il y a les questions de défense, de sécurité et de stabilité. Pour cela, nous devons, en nous inspirant de ce qui s'est passé, je pense que cela nous a interpellés, construire un bouclier protecteur africain avec une capacité de dissuasion militaire. Si vous n'avez pas cette capacité de dissuasion militaire, vous pouvez avoir les plus beaux projets de développement. N'importe qui est en mesure de venir perturber vos frontières, d'entrer dans vos frontières, ou de perturber de pénétrer votre espace aérien, ou bien vos frontières maritimes, etc., peut venir et le remettre en question. Donc la question de la dissuasion militaire. Pour cela, il nous faut investir dans le renseignement militaire et la recherche stratégique, avec un fort soutien diplomatique, pour développer une capacité d'anticipation, y compris par la mise en place de systèmes d'alerte précoce et de réponse rapide. Je ne peux pas entrer dans les détails, bon, je les présente comme cela, je pense qu'on se comprend. Il faut s'organiser en particulier pour juguler l'instabilité due au djihadisme, aux menaces terroristes actuelles, etc., n'est-ce pas? Mais également à la question des bases militaires étrangères, qu'il s'agisse des éléments d'un tel pays, français ou anglais, etc., ou de l'US Africa comme. Vous savez que les Américains ont décidé de revoir leur architecture donc, militaire d'expansion impérialiste en déplaçant le centre de gravité, le centre de commande de Stuttgart en Allemagne vers l'Afrique. Et il y a un certain nombre de chefs d'État qui ont accepté justement d'entrer dans ce deal-là. Et tout cela, ça pose des problèmes de sécurité et de stabilité. Il faut qu'on le règle.
Il y a la question du leadership. Un des problèmes que nous avons, et c'est une des leçons, tout ce que je dis, il faut le rapporter à l'expérience iranienne. Hein? Leadership. Le problème du leadership, du renouveau du leadership. Si vous n'avez pas de leadership, vous ne pouvez aller nulle part. Ce n'est pas à vous que je parle, hein? Je crois que vous savez très bien. On se comprend très bien, je crois. Le problème de l'Afrique, c'est qu'elle est très riche en gouvernants, Nguru, et très pauvre en leader, à Indit. Il y a une différence fondamentale. Tant qu'on n'inversera pas cette tendance-là, nous aurons des problèmes. Il s'agit de récupérer la souveraineté et l'initiative historique. Cela est lié à l'origine du panafricanisme, on l'a déjà vu, donc marqué par la permanence de la résistance multiforme des peuples africains et des personnes et communautés d'ascendance africaine. Alors, le panafricanisme pose également la question de l'État. Certes, ça pose la question de la reconfiguration de la nation, n'est-ce pas? Une nation unie, avec une certaine cohésion sociale. On l'a vu en Iran, et cela a été un des facteurs, justement, de ce qui s'est passé, de la victoire, comment ils ont pu faire face à cette agression-là. Donc, la question de l'État est extrêmement importante, et la question de la nation également. Alors, le confédéralisme, c'est une question d'une grande complexité qui est source de débats, parfois houleux entre spécialistes. Bon, généralement, il y a deux tendances ou deux positions. Il y a ceux qui parlent de continentalisme, donc unir tous les États, les peuples au niveau du continent. Et il y a ceux qui sont pour le panafricanisme, donc en intégrant la dimension de la diaspora. Ils ne s'entendent pas toujours, n'est-ce pas? Bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais sachez qu'il y a cette question-là. Continentalisme, hein, c'est le cas de Kwame Nkrumah, de Nyerere dans certaines mesures, bien qu'après, il soit revenu sur ça. Il paraît même que Nkrumah, vers la fin de sa vie, a commencé à réfléchir sur la viabilité du panafricain, de la construction d'un État continental, vu la configuration, vu la réalité que nous vivons sur le continent africain. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt privilégier une approche panafricaniste qui nous lie aux frères et sœurs de la diaspora, aux communautés d'ascendance africaine? Alors, on parle de fédéralisme ou de confédéralisme, mais ce n'est pas la même chose. Le fédéralisme est une alliance politique, économique, militaire entre nations, entre États, entre pays, alors que la confédération, bon, c'est le cas par exemple de l'OUA, de ce que l'OUA prône, donc ressortir à ce qu'on a dit, la politique de démagogie, donc panafricaine. Alors, il y a des États, il y a des enjeux stratégiques liés à la création de l'État. Il faut que ça soit un État stable, un État organique, un État durable, donc qui peut résister aux chocs, aux agressions. Ça veut dire qu'il faut qu'il se donne les moyens de sa propre défense. Et sur ce plan-là, je voudrais revenir à Cheikh Anta Diop. La capacité de défense. L'Iran, vous savez, a démontré sa capacité non seulement à résister, mais à infliger des pertes sévères aux agresseurs américains et israéliens. Je crois que ça, tout le monde l'a vu sur les écrans de télévision. Cheikh Anta Diop, dans les années 60 déjà, avait commencé à réfléchir sur cet aspect. Vous savez que c'est un physicien nucléaire, donc à avertir les Africains qu'il y avait un péril nucléaire à partir de l'Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid, parce qu'ils étaient en train de construire une capacité nucléaire qui leur permettait, à partir de Pelindaba ou de Coburg surtout, d'atteindre n'importe quel point du continent africain avec un missile nucléaire, avec une précision de tir de l'ordre de 100 ou 150 mètres. Je me souviens de l'exemple qu'il avait donné dans un article publié dans Tahaou. Tahaou, c'était le journal du RND. Bon, certains d'entre vous, la plupart d'entre vous peut-être, ne le connaissent pas. Justement, il avait donné l'exemple. Il a dit que, vous savez, si par exemple, il vise la chambre de Senghor, s'il ne l'atteigne pas, le missile va tomber au moins à l'intérieur des grilles du palais. Donc, la question d'une capacité de dissuasion nucléaire. Et il avait proposé, comme il était physicien nucléaire, il avait les connaissances, que les chefs d'État lui donnent les moyens pour mettre en place une équipe dans les années 60
pour doter l'Afrique d'une capacité nucléaire, ne serait-ce qu'à des fins dissuasives. Ce n'est pas selon une optique militariste. Donc le fédéralisme présente des enjeux parce qu'il permet de tirer le maximum des bénéfices de nos propres ressources en toute souveraineté. Là, je vous renvoie à Kwame Nkrumah. Donc il y a plusieurs approches. Il y a le continentalisme, il y a également donc l'approche panafricaniste. Et je voudrais m'arrêter, si vous le permettez, sur cette question-là, sur Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, dont les contributions se fondent sur une stratégie politique basée sur une vision du futur. Par exemple, si vous lisez son ouvrage « Les fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral d'Afrique noire », publié en 1960, republié en 1974, et sur des principes forts d'éthique politique. Il insiste beaucoup sur les questions d'éthique au niveau des cadres. Et c'est important, cela. Parce que former les cadres, ce n'est pas les former à lire des textes politiques, à les comprendre, à analyser la situation internationale et à trouver des réponses adéquates, mais c'est également les former sur le plan éthique, sur le plan moral, sur le plan spirituel, qu'ils sachent faire la différence entre leur poche et le bien public. Donc ce sont des aspects qui sont importants et Cheikh Anta Diop y a insisté. Alors l'approche diopienne, elle consiste en quoi? À mettre l'accent sur un certain nombre de choses. Cheikh Anta dit qu'il faut des intellectuels organiques, c'est comme ça qu'il le dit. Des intellectuels organiques, c'est-à-dire des intellectuels qui ne sont pas détachés de leur peuple, mais qui sont ancrés dans les réalités de leur peuple et qui produisent pour pouvoir proposer des réponses aux problèmes donc, de leur peuple. Cheikh Anta parle également d'une politique continentale coordonnée pour une doctrine pour l'énergie et l'industrialisation. Énergie politique de l'énergie et de l'industrialisation. En mettant également la nécessité d'utiliser, d'exploiter les ressources africaines au service des populations africaines. Je crois que c'est un thème qui est très familier à la plupart d'entre vous. La création d'un marché économique africain, une politique culturelle de promotion des langues africaines, y compris des langues minoritaires, des grands véhiculaires, et de promotion du Swahili. Le Swahili, c'est ce dans quoi je vous ai félicité tout à l'heure. C'est une langue africaine qui est la langue africaine la plus parlée sur le continent par plus de 220 millions d'habitants. Je crois que c'est 225 millions. Cela veut dire que sur les 1,4 milliard, on peut dire qu'à peu près, peut-être même plus, à peu près un dixième, au moins si on essaie un dixième des Africains parlent le Swahili. Il est parlé? D'accord, ok, c'est bon, merci. Non, je vais terminer. Non, je n'ai pas dit que j'ai terminé. Hein. J'ai dit je vais terminer. Non, je prends 5 minutes pour... Bon, on va lui donner 5 minutes supplémentaires. 5 minutes, monsieur Mbou, ambassadeur. Vous avez 5 minutes supplémentaires, s'il vous plaît. Sinon, il y a la question du modèle économique. Vous savez, souvent, nous citons des exemples venus d'ailleurs, que la Chine a fait comme si, que le Japon, etc. Mais nous oublions que chacun de ces pays-là a développé un modèle endogène, un modèle économique. Alors, quel est notre modèle économique à nous? Il faudrait qu'on y réfléchisse. J'ai des idées là-dessus. Le moment venu, je vous dirai ce que j'en pense. Je crois que ce qu'on appelle le secteur informel doit occuper une place essentielle dans ce modèle économique-là. Donc, la question du modèle économique, la reconnexion avec la diaspora, bien entendu, cela va de soi. Parce qu'au niveau de la diaspora, il y a des capitaux, il y a de l'argent. Il y a deux sortes de diaspora. Il y a ceux qui sont partis il n'y a pas longtemps, un peu des réfugiés économiques, et il y a la diaspora historique. Ceux qui ont été arrachés à la terre-mère dans le cadre de la traite négrière. Dans cette diaspora, il y a de l'argent, il y a de l'expertise.
Moi, je me souviens d'une conférence panafricaniste où j'étais l'orateur principal, le keynote speaker, c'était à la Barbade. Et quelqu'un est venu, il a présenté 4 ou 5 brevets d'invention dans le domaine des télécommunications. C'était en 2008, je crois. Et on a vérifié, effectivement, il avait ces brevets-là. Et il a dit que ces brevets, il les garde, il ne veut pas les utiliser, les mettre à profit, sinon au service du peuple africain. Donc il y a de l'expertise. Bien sûr, sur le continent aussi, il y a de l'expertise. Mais c'est pour dire que la connexion avec la diaspora est importante. Ça me mène à la question donc des États africains unis au XXIe siècle. On dit États africains unis et non pas États-Unis d'Afrique. Ce n'est pas la même chose. Déjà, si tu dis États-Unis d'Afrique, bon, c'est comme si nous topando kenen quoi. Te koy topando nanga topando ko xamni denañu kula sutul de le manamaïken. N'est-ce pas? Donc, États africains unis. Retenez ce concept-là, je n'ai pas le temps de développer, mais ce n'est pas la même chose que États-Unis d'Afrique. Stratégie de préservation et de renouvellement du leadership. Également, il nous faut donc renouveler le leadership. Pour cela, il y a un certain nombre de programmes de formation des cadres, des jeunes. Il y a des lieux de mémoire à visiter. Par exemple, la citadelle à Haïti que j'ai visitée, qui a été érigée dans la montagne. C'est un lieu de mémoire, de méditation et de prière. Si vous faites entrer un jeune Africain là-bas, s'il sort, il sait qu'il est le descendant de grands hommes et de grandes femmes, de guerriers, de gens qui n'ont jamais accepté d'être opprimés. Alors, parmi les priorités, il y en a quelques-unes. Il s'agit de revisiter le récit africain. Donc, il faut que dans la formation, je ne sais pas si vous le faites, en tout cas, je vous invite à le faire, il faut que les cadres puissent avoir une vision claire de l'ensemble du récit africain depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. Deuxièmement, insister sur la permanence de la résistance. Troisièmement, l'unité dans la diversité. Oui, on est divers, on est différents, mais on est comme les feuilles des mêmes branches et les branches du même arbre africain. Il faut également expliquer aux enfants, cela m'est arrivé une fois, je donnais des cours d'histoire à des jeunes Africains, ils m'ont posé une question et j'ai dû leur rire. Il ne faut pas mentir aux enfants ou leur raconter des histoires. J'ai pris le temps de réfléchir parce qu'ils m'ont dit, mais Papa Samba, Baba Samba, mais ici, là, comment se fait-il que, après tout ce que tu nous as dit de beau dans notre passé, sur notre passé, on vient ici, on est dans le froid, on est en train de nous maltraiter, etc. Donc, il faut arriver à expliquer les raisons du recul ou du blocage historique de l'Afrique. C'est important. Quatrièmement, le sens de l'urgence, savoir que nous sommes en guerre. C'est pour ça que j'ai insisté sur les aspects, sur les fondamentaux, et ne pas s'arrêter seulement sur les aspects conjoncturels. Nous sommes en situation de guerre, et la guerre, elle est là et elle continue. Et c'est pour cela qu'il nous faut, et je terminerai par ça, il nous faut former des guerriers et des guerrières, des soldats de la cause africaine. Je vous remercie, et monsieur le modérateur, merci beaucoup d'avoir été patient avec moi. Merci Excellence. Merci Excellence. Vraiment, s'il vous plaît.